Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui est M. Stanislas Zézé, le président et directeur général de Bloomfield Invest. Monsieur Stanislas Zézé, bonjour Bonjour, et bienvenue à Lomé surtout. merci infiniment. Ouais. C'est un plaisir de vous accueillir et je pense que vous êtes là pour une rencontre intitulée Diketi, une rencontre sur l'entrepreneuriat. C'est pas votre premier séjour à Lomé. Non, pas du tout. Ça fait plusieurs fois que je viens à Lomé et dans la logique de cette rencontre, c'est la deuxième édition. La première édition a eu lieu il y a 2 mois et je crois que la première édition s'appelait Meetup, mais la ministre a eu la brillante idée de justement utiliser une langue locale pour dire la même chose, Diketi, qui veut dire rencontrons-nous. Et donc, pareil que Meetup, j'ai trouvé ça vraiment très ingénieux. Et vous savez que c'est un peu comme pour le nom du Burkina Faso, c'est-à-dire que c'est un mélange de deux langues, à la fois le Kotokoli et le Oh, Kabyle. d'accord, ça je ne savais pas par contre, mais je savais que c'était local et je trouvais ça intéressant. Ouais. D'accord. Alors, en quoi consiste l'esprit de cette rencontre Diketi? Alors, l'esprit, c'est vraiment de se rencontrer, de discuter d'entrepreneuriat. Parce que vous savez que, comme je dis toujours, les pays se développent par le secteur privé. Le rôle de l'État, c'est de créer le cadre qui permet aux citoyens de créer des entreprises. Et ces entreprises vont créer de la richesse, de la valeur et des emplois. Donc, et l'objectif, en général, de cette rencontre, c'est de dire, créons d'abord des entrepreneurs qui vont créer des entreprises. Parce que il ne s'agit pas de dire aux jeunes, allez créer les entreprises, parce qu'ils ne sont pas entrepreneurs. Il faut former des entrepreneurs. Pour former des entrepreneurs, il faut déjà les identifier. Identifier ceux qui ont la motivation, ceux qui veulent faire, et mettre en place des mécanismes de formation. Et parallèlement, l'État crée le cadre en disant, quand vous êtes formé, quand vous voulez faire votre entreprise, voilà les circuits qu'on met en place pour vous faciliter la tâche, pour partir de votre projet à votre entreprise. Et c'est vraiment ça l'idée. Donc il y a eu des plénières où on a parlé du sujet de l'entrepreneuriat, du code de l'entrepreneur, du processus, du parcours de l'entrepreneur, partage d'expérience. Et il y a eu des masterclass. Ensuite, la troisième journée, parce que ça a été éclaté sur 3 jours, aujourd'hui on a eu des pitchs. Il y a eu 700 jeunes qui ont soumis des projets. Ben évidemment, il fallait sélectionner. Malheureusement. On a sélectionné 40. Il y a eu 2 groupes de pitch, 20-20. Et on a sélectionné 3 de chaque groupe. Et il y a eu 6 gagnants en général et 2 premiers. Donc premiers de chaque groupe de 3. Et ils ont bénéficieront d'un accompagnement de moi-même, les 2 premiers, pendant 1 an. Les autres aussi, mais sous un autre format. Les 4 autres seront ensemble dans un conf call trimestriel, donc 4 rencontres trimestres pour faire le point de leurs entreprises et de l'évolution. Et les autres, ce sera un coaching rapproché pendant 1 an pour qu'ils arrivent à vitesse de croisière. Et comment est-ce qu'on sélectionne des jeunes dont on pense qu'ils ont la fibre de l'entrepreneuriat pour assister à un événement comme celui-ci? Alors, en réalité, on invite tout le monde. Voilà, on le dit, c'est sur l'entrepreneuriat. Ceux qui viennent, on va considérer qu'ils ont le potentiel. Tous ceux qui viennent ont le potentiel. Et de ce potentiel, il y en a qui vont pouvoir créer l'opportunité et d'autres non. Mais il est extrêmement important que tous les jeunes soient intéressés à l'entrepreneuriat pour une raison précise. Ce que je dis, c'est quand on n'est pas entrepreneur, il faut avoir l'esprit intrapreneur. Ce que ça veut dire que même sans être propriétaire de l'entreprise, quand je travaille dans l'entreprise, je me comporte comme le propriétaire, avec les mêmes valeurs. Ce qui évidemment va permettre à l'entreprise, parce que c'est le groupe, c'est l'ensemble, c'est l'équipe qui fait gagner, qui fait performer. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ça veut dire que les employés doivent embrasser le même code de valeurs que le propriétaire. Et donc c'est pourquoi c'est intéressant que tout le monde soit là. D'accord. Donc là, vous avez organisé l'événement, les jeunes sont venus, vous avez parlé de formation. Il n'y a pas d'école dédiée à la formation des entrepreneurs à proprement parler. Alors, c'est pas moi qui ai organisé ce gouvernement togolais. Voilà. À travers... Vous étiez invité je spécial. suis invité spécial, mais c'est la ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'inclusion financière, avec son équipe, qui ont organisé ça. Et je pense que... oui, vous avez raison, il n'y a pas d'école de formation à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi la logique de mentorat est extrêmement importante.
quelqu'un qui n'a pas créé une entreprise ne peut pas enseigner l'entrepreneuriat. Vous savez, c'est comme quand on me dit quelqu'un vous donne un conseil sur le mariage mais qui n'a jamais été marié, enfin c'est quand même curieux. C'est pourquoi la logique d'inviter des entrepreneurs aguerris pour venir parler à des jeunes entrepreneurs, des apprentis entrepreneurs, des jeunes qui ont envie d'entreprendre, je pense que c'est la meilleure formule. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des entrepreneurs qui vont créer des entreprises. Et quand on est dans un environnement socio-économique international comme celui que nous vivons actuellement, où c'est la crise financière, où les pays eux-mêmes sont en crise et l'économie ne tourne pas toujours à plein régime, qu'est-ce qu'on dit à un entrepreneur pour le convaincre d'y aller malgré toutes ces pesanteurs? Mais alors, ce qu'on veut dire, c'est que les problèmes, il y en aura toujours. De toutes sortes, de toute façon. La vie n'est pas linéaire. Et la question que les jeunes devaient se poser, ce n'est pas se dire ah ouais, mais bon, c'est difficile d'entreprendre, il y a la crise mondiale. Non, c'est de dire, avec la crise mondiale, avec cet environnement difficile, comment j'entreprends et je réussis. Ils ont déjà trouvé 50% de la solution en posant bien le problème. Et c'est ce que nous les encourageons à faire en leur disant, écoutez les jeunes, il y aura toujours des difficultés. Aujourd'hui, c'est cette difficulté, demain, ce sera une autre. La vie, elle est comme ça, c'est un challenge. Il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit pas de trouver des boucs émissaires, il s'agit de se prendre en charge. L'idée de responsabiliser les jeunes, on les a trop infantilisés malheureusement. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Il faut responsabiliser les jeunes. L'Afrique est de plus en plus jeune. Ce que ça veut dire que l'Afrique sera de plus en plus dirigée par des jeunes, économiquement, politiquement, socialement, culturellement. Il faut les responsabiliser. Et la responsabilisation, c'est de leur dire, les gars, c'est à vous de créer les opportunités. C'est pas le contraire. Donc, commencez à vous y mettre maintenant dans l'apprentissage pour y arriver. Et donc, on ne va pas vous aider, on va vous accompagner. Mais on accompagne quelque chose qui a été créé, quelque chose qu'on a créé et qu'on veut avancer avec des gens ambitieux, courageux, qui ont de l'abnégation et qui ont la rage de vaincre. Vous-même, vous êtes entrepreneur. Comment est-ce que vous avez choisi de vous jeter dans le bain de l'entrepreneuriat et comment est né Bloomfield de façon générale? Alors, comme je disais aux jeunes durant ces 3 jours, je leur disais que créer une entreprise, c'est répondre à un besoin d'amélioration ou un besoin d'innovation. Dans mon cas, c'était un besoin d'innovation. Je pensais qu'il était extrêmement important de créer un outil qui permettait de mieux évaluer les entreprises africaines et les pays africains. Et la notation qui est faite par les agences internationales évaluait tout le monde sur une base standard, c'est-à-dire sur la base référentielle du dollar. Donc les pays dont les monnaies sont converties systématiquement au dollar ou sont des monnaies qu'on appelle les hard currency, donc les monnaies fortes, sont avantagés par rapport aux pays africains dont les monnaies sont faibles et qui ont des faibles réserves de devises. Parce que ce ne sont pas des pays industrialisés, ils ne vendent pas de produits finis, ils vendent plutôt des matières premières moins chères et qui sont transformées à l'extérieur. Et eux importent des produits finis qui sont justement 10 fois, 20 fois plus chers. Donc ça réduit leur stock de réserves de devises. Donc évidemment, ils se retrouvent finalement avec des réserves de devises faibles. Donc ils sont condamnés à avoir de mauvaises notes. Tant que la structure de leur économie sera pareille, quelle que soit la performance de l'économie, ils vont certainement générer de la liquidité et de la richesse en monnaie locale, mais pas en devises. Donc ça veut dire qu'ils seront condamnés à avoir des mauvaises notes. Et nous, on a dit que ce n'était pas normal. On comprend que s'ils sont notés, s'ils empruntent en devises, évidemment, ils devraient être notés en devises. Mais ça ne détermine pas leur crédibilité. La crédibilité devrait être déterminée dans leur propre monnaie. OK? Et ce n'est pas parce qu'on est pauvre en dollars qu'on est pauvre en CFA. On peut être très riche en CFA et pauvre en dollars. Donc, c'est... Mais une fois qu'on convertit au CFA en dollars, la plupart du temps... Non, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que si vous me dites là, Stan, je te vends mon bracelet à 4 $. Oui. OK? 4 $. Pas l'équivalent de 4 $. Moi, dans ma poche, ici, j'ai 100 000 francs. OK? 100 000 francs, ça fait à peu près 200 $, me semble-t-il.
ou un peu moins. Donc j'ai largement ce qu'il faut pour payer, sauf que je n'ai pas le dollar. Et vous voulez 2 dollars. Est-ce que ça veut dire que je suis incapable d'acheter cet objet? En réalité, non. Je ne suis pas capable de l'acheter en dollars parce que je n'ai pas de dollars. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'argent. Donc c'était extrêmement important si vous voulez, de rectifier ce biais et de dire les agences de notation internationale établissent la capacité des pays et des entreprises à rembourser en dollars. Nous, Bloomfield, on établit la capacité et la volonté intrinsèque de rembourser, c'est-à-dire la crédibilité, votre capacité à générer du cash flow pour pouvoir rembourser dans votre propre monnaie. Et là, je crois que ça fait 18 ans que l'agence 18 ans, existe ouais, aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que le message passe et oui, surtout absolument. Que les différents pays, les différents partenaires sont convaincus? Quand on a commencé, ça nous a pris 2 ans pour avoir le premier client. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille de 130 clients dans des pays, des entreprises commerciales et industrielles, des institutions financières, banques, assurances, des instruments financiers, des collectivités locales, des entreprises publiques, dans 20 pays africains, 3 pays européens, 1 pays asiatique. Je pense que ça veut dire quand même qu'on a... Le message, il est passé, me semble-t-il. Ouais. Et aujourd'hui, quel est l'intérêt pour un pays, pour une entreprise ou pour une communauté de se faire noter? Oui, mais quel est l'enjeu pour L'enjeu, c'est d'aller chercher des capitaux. Quand vous êtes société X et vous avez un projet, vous voulez le financer, vous avez besoin de 10 milliards et vous avez besoin de l'argent long. Parce que la banque ne prête pas à long terme. La banque, dans notre région, prête à moyen terme, court et moyen terme. Vous avez besoin de l'argent sur 10 ans, par exemple. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'aller l'emprunter sur le marché des capitaux, émettre une obligation. Et pour émettre une obligation, aujourd'hui, il faut absolument que vous soyez noté. Donc, ça vous permet d'établir votre crédibilité vis-à-vis de ceux qui vont acheter votre obligation ou si vous faites coter à la bourse, tous ceux qui vont acheter votre action. Et même dans la réglementation bancaire, avec BAL 2, BAL 3, ça devient obligatoire pour les banques de faire noter les risques de contrepartie à un certain niveau d'exposition. Donc, ça rentre désormais dans les mœurs pour établir la crédibilité des emprunteurs. Ouais. Et aujourd'hui, les pays africains ont un gros problème avec la question de la dette parce qu'ils estiment que les grandes agences qui les notent deviennent presque leurs bourreaux parce que les notes ne sont pas toujours bonnes. Et comme ce sont ces agences-là qui ont pignon sur rue, la crédibilité des pays africains à la fois pour emprunter et peut-être même juste pour avoir une stabilité économique est compromise. Non, je pense que les Africains prennent le problème à l'envers. Est-ce que les Africains sont obligés d'aller emprunter à l'extérieur? Ce n'est pas une obligation. Ils ne sont pas obligés d'aller emprunter à l'extérieur. Je pense que malheureusement, on est toujours en train d'opter pour la solution de facilité. La solution de facilité, c'est d'aller emprunter à l'extérieur. On ne veut pas régler les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est que nous sommes 54 pays. 54 pays qui sont fragmentés en termes de marché des capitaux. 54 pays dont les monnaies ne sont pas convertibles. 54 pays dans lesquels il n'y a pas ce qu'on appelle le cross-border borrowing. C'est-à-dire que je suis au Togo, je ne peux pas emprunter au Ghana, je ne peux pas emprunter au Nigeria. Encore moins en Afrique du Sud. Alors, c'est-à-dire qu'on a 54 pays, donc la possibilité d'avoir un gros marché de capitaux de 54 pays. Et nous sommes en train de dire qu'on n'a pas d'argent, que nos marchés ne sont pas profonds, on doit aller chercher à l'extérieur. Mais réglons nos problèmes. Vous imaginez 54 pays, une seule monnaie, un seul marché des capitaux. Mais les Africains n'auront pas besoin d'aller chercher l'argent ou que ce soit. Donc réglons les vrais problèmes au lieu de toujours accuser les autres et toujours se plaindre. Les agences de notation financière internationale ne vont pas changer leur méthodologie parce que les pays africains se plaignent. Une des solutions que nous on a trouvées, c'est de faire la notation financière en monnaie locale. Donc développer vos marchés des capitaux locaux et capitaliser sur les agences que vous avez sur place. Et puis, vous avez votre propre marché. Est-ce que vous avez vu des entreprises françaises venir de la France, venir emprunter ici? Non. Des États-Unis venir emprunter en Afrique? Non. Mais pourquoi c'est toujours les Africains qui pensent que les autres devaient créer des conditions pour eux?
Mais en attendant, il y a tout le stock de la dette qui n'a pas encore été évacué Ah oui, mais et le qui stock... représente un frein pour le développement des Non, il ne différentes représente économies. aucun frein. Il faut s'organiser, il faut se structurer. On est toujours en train de penser que les autres nous empêchent d'avancer. Non, on s'empêche d'avancer nous-mêmes parce qu'on n'est pas organisé. On est très mal organisé, très mal structuré. Il faut se dire la vérité. Enfin, si les Asiatiques passaient le temps à se plaindre, à mon avis, ça ne serait pas développé. Là, je viens du Japon et de la Corée du Sud. Quand je pense que la Corée du Sud, en 1977, avait le même PIB que la Côte d'Ivoire, que le Cameroun, et qu'aujourd'hui ils sont la 10e puissance économique mondiale, qu'on continue à se plaindre, et on verra. Il va falloir arrêter de se plaindre, s'organiser, se structurer. On a tout ce qu'il faut. Les ressources naturelles, les ressources humaines. Tout ce qui nous reste, c'est la planification, l'organisation, la structuration, travailler ensemble. 54 pays. Et nous sommes encore en train de nous poser des questions de où est-ce qu'on trouvera l'argent. Mais commencer à travailler sur créer une monnaie commune, un marché commun, décloisonner les pays, arrêter de mettre des visas, on ne peut pas circuler. Vous allez en Europe, vous circulez comme ça sans problème. Ici en Afrique, circuler, c'est la croix et la bannière. Régler les problèmes de logistique pour pouvoir aller d'un pays à l'autre. Des fois, il est plus facile d'aller en Europe que de partir d'un pays africain à un autre. Ça prend plus de temps pour aller d'un pays africain à un autre que d'aller en Europe. Des fois, il faut passer par l'Europe pour redescendre en Afrique. Bon, enfin, je pense que si on commence à plutôt se pencher sur nos propres problèmes et d'arrêter de se plaindre de ce que les autres ne font pas pour nous, à mon avis, ce sera un bon début pour arriver à nos fins. Là, vous parlez du rêve panafricaniste qu'ont entretenu pendant de nombreuses années à la fois les pères fondateurs et certains de leurs Ce n'est successeurs. pas un rêve, c'est faisable. Les autres l'ont fait. Pourquoi pour nous ce sera juste un rêve? Non, les autres l'ont fait. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas... parce que je dis, trouver des boucs émissaires pour pourquoi on n'avance pas, oui, ça va soulager notre conscience, mais ça ne change pas notre situation. Donc je veux dire, c'est un rêve, oui, mais il faut le réaliser maintenant. Il y a des choses qui sont faites, mais nous n'allons pas suffisamment vite. Et nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes. Nous sommes 54 pays. Je n'ai pas dit 4 pays, 54 pays. Le continent le plus large du monde. Et nous sommes en train de penser que notre avenir dépend des autres. Il y a un problème. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ces 54 pays qui commercent très peu Mais entre que les gens eux, se parlent. qui échangent très peu, Mais qui se parlent. c'est ce qu'ils font tout le temps Non, à l'Union africaine, à la CEDEAO. Alors, mais comment les autres font pour créer des unions qui fonctionnent? C'est qu'à un moment donné, nous ne sommes quand même pas damnés. Nous ne sommes quand même pas... Il être n'empêche- africain, ce n'est pas une fatalité. En attendant, Me au sein semble-t-il. de l'Afrique de l'Ouest, on a à la fois la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, ce qui représente quand même une rupture dans le projet d'union. Non, je pense qu'il faut voir les choses différemment. Il y a eu des crises, il y a des crises. Partout, il y a des crises. En ce moment, il y a la crise ukrainienne, c'est en Europe, il y a la crise ukrainienne. Il y a des crises partout. On ne peut pas se baser sur ça. Il faut se parler, il faut régler nos problèmes. Tout le monde a des problèmes. Il ne faut pas qu'on compare les problèmes. Tout le monde a un problème, mais il faut se parler, il faut régler nos problèmes. Les problèmes, on les règle. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit tout le monde a des problèmes. Il y a eu la Première Guerre mondiale, ensuite les gens se sont reconstruits. Les gens sont ennemis aujourd'hui, ils sont amis demain. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les Africains travaillent ensemble. Qu'ils trouvent le moyen qu'ils veulent, mais qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se parlent. Il y a un instrument qui a été créé pour cela, avec un avenir dont je ne sais pas encore ce qu'il dira. La ZLECAf. La ZLECAf, Oui, la zone non, de mais libre-échange c'est ce que je dis. continentale. L'idée est bonne, Oui. mais l'approche est mauvaise. Parce que ça fait combien de temps qu'on parle de ZLECAf? Mais commencez déjà à faire les choses très simples. C'est pas parce que les pays de l'Union européenne n'ont pas de visa qu'ils ont des problèmes pour gérer leur sécurité. Donc, si on estime qu'on met les visas de pays africains à cause de la sécurité, donc on peut trouver des moyens de justement gérer la sécurité en laissant les gens circuler librement. Donc, première chose, vous ne pouvez pas faire du libre-échange pendant que les gens ne peuvent pas se déplacer librement. Mais c'est des préalables qui sont des basiques. Vos monnaies ne sont pas convertibles. Vous faites le commerce comment? Vous voulez vous affranchir du dollar et de l'euro, mais vos monnaies ne sont pas converties. Donc vous êtes obligé de passer par le dollar et l'euro.
Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, régler tous ces préalables-là pour que ça puisse fonctionner, sinon ça ne fonctionnera jamais. On a pendant longtemps parlé, notamment dans les années 90, quand il y a eu la chute du mur de Berlin et qu'on a commencé à parler de la fin de l'histoire, on a dit qu'il fallait un nouvel ordre mondial. Que l'ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale a fait son temps. Et les Africains notamment demandaient une nouvelle place, ou enfin des places supplémentaires au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a les BRICS qui sont nés. L'Afrique aujourd'hui veut davantage commercer avec elle-même et peut-être, si elle devait s'orienter vers d'autres partenaires, travailler avec les pays des BRICS. Comment est-ce que vous lisez tout cela et comment est-ce que vous le lisez d'abord en tant qu'Africain, en tant qu'observateur de la vie économique africaine? Non, je pense déjà que la géopolitique mondiale est en train de changer de façon très claire avec le pouvoir que sont en train de prendre les BRICS. Et l'élargissement aujourd'hui représente 40% du PIB mondial. Donc je veux dire, c'est quand même, on est quasiment à la moitié du PIB mondial. Vous avez des pays, la deuxième puissance économique mondiale qui fait partie des BRICS, donc la Chine. Et je ne serais même pas étonné si en réalité elle est là, elle était la première puissance économique mondiale. Ils ont construit ça. Ils se sont organisés, ils ont construit. Et aujourd'hui, les Africains, qu'ils arrêtent de demander ce qu'ils veulent. Ils veulent être au Conseil de sécurité, ils veulent être ici. Non, c'est comme vous demandez le respect. Imposez le respect. Le respect s'impose parce que vous représentez. Mais si vous ne représentez pas un pouvoir militaire, économique, politique, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, personne ne vous donnera rien. Il faut construire tout ça au lieu de passer son temps à demander. Cette logique de demander, personne ne vous doit rien du tout. Si vous voulez quelque chose, il faut vous imposer. Vous imposez par justement votre force. On vit dans un monde de forts et de faibles. Et je dis toujours, quand vous êtes dans la catégorie des faibles, vous allez vous plaindre comme vous voulez, ça ne change rien. Il faut vous battre pour passer de la catégorie de faible à la catégorie de fort. Quand vous êtes chez le fort, il faut se battre pour maintenir votre position chez les forts. C'est le monde auquel nous sommes en train d'assister. Donc, dans cette mutation géopolitique, les Africains devraient commencer à se positionner, mais se positionner en justement se rendant fort, en se construisant une force économique, une force politique et une force militaire. C'est en ça que leur nombre est extrêmement important. 54 pays. Vous n'avez pas besoin de demander. Si vous êtes unis, vous ne demandez plus rien. Vous devenez une forme. On vous propose. Vous avez publié un livre que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai retenu le titre. L'homme aux chaussettes rouges. L'homme aux chaussettes rouges. Elles sont rouges, j'ai remarqué. Mais je porte que des chaussettes rouges. De toute façon, depuis 25 ans, je ne porte que des chaussettes rouges. Pourquoi ce choix? Ah ben, je demanderai aux gens d'aller lire le livre. C'est à la page 100. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que votre expérience et les échanges que nous avons eus permettront aux uns et aux autres de se faire à la fois une opinion de ce que l'entrepreneuriat représente pour eux, de la chance que cela représente pour les personnes et pour le continent africain également. Absolument. Merci infiniment de m'avoir invité. C'est moi qui suis enchanté d'avoir eu ce temps d'échange avec vous. Merci. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir assisté à cette émission. Merci de l'avoir regardé jusqu'à son terme. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À très bientôt.